Exercice 4, de la Terre à la Lune. Donc on vous demande en combien de temps la lumière va de la Terre à la Lune. On a la distance entre la Terre et la Lune en kilomètres et on sait que la vitesse de la lumière c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Du coup, on va calculer le temps comme ceci. Delta T c'est D sur C, hein, ça vient de la formule V est égal à D sur delta T. Le V pour la lumière, généralement, on l'écrit avec un C, c'est la célérité de la lumière. Pour que ce soit cohérent au niveau du calcul, les 384 000 km, je les ai convertis en mètres, d'où le 10 puissance 3 qui est ici. Je place bien C au dénominateur. Et on trouve un temps de 1,28 secondes. Exercice 10, donc exercice similaire au précédent, sauf que cette fois-ci on ne calcule pas la durée pour que la lumière aille de la Lune à la Terre, mais de la Terre à Mars. Donc on vous donne la distance entre la Terre et Mars, en tout cas la distance la plus courte. Donc petit 1 à rappeler, la valeur de vitesse de la lumière dans le vide, elle n'a pas changé depuis tout à l'heure, hein, donc c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et après calculer la durée du parcours. Donc comme tout à l'heure, hein, le temps c'est la distance divisée par la vitesse. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ces deux grandeurs-là. Donc on avait d en kilomètres, on l'a converti en mètres avec un 10 puissance 3, parce que 1 km c'est 1000 mètres. Et on trouve un temps de 186 secondes qu'on peut convertir en minutes, secondes comme ici. Exercice 6. Dans la relation de Snell-Descartes, pour la réfraction isolée à la grandeur n2, sachant qu'on nous donne l'indice du milieu 1, l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2. Donc, loi de Snell-Descartes à appliquer ici, donc c'est n1 fois sinus I1 est égal à n2 fois sinus I2. Nous on cherche n2, donc on va isoler le n2, ça suppose de transposer le sinus I2 de l'autre côté. Si on le transpose, il va passer du numérateur au dénominateur. Donc on aura n2 égale à n1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. n1 vaut 1, I1 vaut bien 60, I2 vaut 45, et on trouve un indice de 1,22. Alors je vous rappelle qu'avant de taper quoi que ce soit à la calculatrice, vous avez intérêt à écrire ceci, notamment l'application numérique, pour vraiment avoir les bonnes valeurs au bon endroit, c'est-à-dire avoir un repère visuel pour taper votre calcul. Exercice 9, légender la figure. Donc le rayon qui arrive, c'est le rayon incident. Le rayon qui est dévié, c'est le rayon réfracté. Donc lorsque la lumière passe du milieu 1 au milieu 2, pour placer les angles d'incidence et de réfraction, il faut tout d'abord tracer la normale. Et à chaque fois, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc là, on a bien I, angle d'incidence, et R, angle de réfraction. Alors, au niveau des notations, hein, selon les exercices, on peut avoir des notations différentes pour les angles d'incidence et de réfraction. Là, ici, c'est I et R. Dans le cours, c'était I1 et I2, mais ça ne change rien du tout au raisonnement ni aux lois qu'on doit appliquer à ce niveau-là. Donc bien penser à tracer la normale et à repérer du coup au départ la surface de séparation entre les deux milieux. Exercice 10, donc on a un schéma à faire. Donc la lumière va passer de l'air à l'huile, on connaît l'angle d'incidence et on doit faire le schéma de la situation. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc on trace la surface de séparation à l'horizontale, on indique bien R et huile. On va tracer un rayon incident. Alors là c'est marqué 45 degrés, hein. Vous faites un angle d'à peu près 45 à la louche. Au niveau du point d'incidence ici, on trace la normale à la surface de séparation. Et on définit l'angle d'incidence comme étant donc l'angle entre le rayon incident et la normale. On trace le rayon réfléchi, on sait d'avance que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, donc on fait un angle à peu près égal aussi à 45. On passe de l'air à l'huile, donc l'indice va augmenter, donc on a vu
récemment que dans ce cas-là, I2 est plus petit que I1. Donc on trace un rayon réfracté qui se rapproche de la normale, sans pour autant connaître au départ l'angle en question. Ça reste un simple schéma. Donc on peut indiquer à côté à quoi correspond chacun de ces angles. Ensuite, déterminer l'angle de réfraction et l'angle de réflexion R. On connaît du coup l'angle d'incidence qui vaut 45 et on nous donne les indices des deux milieux. Donc on va appliquer les lois de Snell-Descartes. La première que j'ai déjà évoquée, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, donc R qui est ici vaut 45 degrés. Pour la réfraction, calculer l'angle de réfraction, on applique l'autre loi de Snell-Descartes, donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Si on l'applique ici, on va écrire NR sinus I1 à N8 sinus I2. Donc nous, on veut isoler I2. Pour ce faire, on va transposer N huile. Donc on le passe de l'autre côté. Donc en transposant N huile passe au dénominateur. Donc on trouve à la fin sinus I2 est égal à NR sinus I1 divisé par N huile. Ce qui fait que I2 est égal à sinus moins 1 ou on peut dire aussi arc sinus de NR sinus I1 divisé par N huile. Il faut bien comprendre que ce qu'on cherche, c'est pas sinus I2, c'est I2. Donc on fait l'inverse de la fonction sinus pour trouver l'angle I2. Et on trouve, en tenant compte de l'application numérique ici, avec NR qui vaut 1, N8 1,47 et I1 qui vaut 45, on trouve un angle de 29 degrés, ce qui est cohérent par rapport à l'angle d'incidence. Rien ne vous empêche non plus de calculer au préalable sinus I2, et avec cette valeur-là, de faire arc sinus ou sinus moins 1. Pour la calculatrice blanche que vous avez, il faut faire Shift sinus pour avoir arc sinus. Merci de votre écoute.